Je suis ravie de vous accueillir pour ce beau moment d'échange qui s'annonce. Nous allons pouvoir entrer au cœur de l'entreprise par ce nouveau format que nous lançons en partenariat avec le CEFPEP et qui va vous permettre régulièrement au cours de l'année d'avoir un rendez-vous avec une entreprise plus spécifiquement ou différentes entreprises pour éclairer des points qui sont ceux de la transformation environnementale, sociétale, numérique auxquelles nous devons faire face et l'incidence, les conséquences sur les métiers, les compétences. Et donc, pour ouvrir cette série de webinaires, voilà, j'ai le grand plaisir de passer la parole à Catherine Augier-Leguil qui va animer, que je remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Catherine, vous êtes professeure d'économie-gestion et donc vous allez nous permettre de rentrer à la fois dans les fonctions d'entreprise et dans penser comme un professeur. Voilà, pour faire vraiment le lien entre nous, ce qu'on a partagé avec nos élèves dans le cadre, par exemple, de nos parcours de construction à l'orientation de nos élèves, et puis, en tant que citoyen éclairé du monde, comment fonctionne une entreprise, quelles sont les responsabilités. Merci à vous tous, je vous souhaite un très très bon moment et je vous laisse la parole, Catherine, c'est à vous. Merci Béatrice. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, l'intitulé du webinaire d'aujourd'hui, c'est quelles sont les grandes fonctions dans l'entreprise. Alors nous connaissons tous bien sûr les fonctions présentées dans les manuels de gestion habituellement, où il est dit que les entreprises s'organisent pour maximiser le profit. Donc c'est un indicateur essentiel de performance. Mais aujourd'hui, nous nous apercevons que cet indicateur ne suffit plus. Donc il y a aussi l'entreprise ne peut pas simplement être gérée dans l'intérêt unique des associés, mais aussi prendre en compte donc les enjeux sociétaux et environnementaux de son activité. Donc, quel peut être l'impact sur les fonctions dans l'entreprise? Y en a-t-il? Dans quelle mesure? Quel impact sur les futurs métiers aussi qui émergent? Nous assistons également donc, au développement de nouveaux métiers, ce qui est très important et notamment doit nous servir dans l'orientation de nos élèves. Donc aujourd'hui, nous avons 3 témoignages. Alors Nathalie Bardin pour la fonction marketing, Nadine Stutter-Prévost pour la fonction affaires publiques et enfin Karine Chomelou pour la fonction ressources humaines. Donc moi, j'ai également en charge de prendre les questions. Donc vous avez la possibilité de poser des questions via le chat, et donc je vous invite à le faire et donc nous y répondrons tout au long donc, de ce webinaire. Voilà, donc je donne la parole à Nathalie Bardin. À tout à l'heure. Bonjour à tous et à toutes. Donc on essuie les plâtres toutes les trois, toutes les quatre. Donc beaucoup d'indulgence pour vous. Et puis c'est un exercice pas évident. Ce que je vous propose, moi je vous ai préparé une petite présentation. Avant de vous parler de moi, de ce que je fais, je vais vous parler de ce que fait mon entreprise pour que ça vous donne un éclairage. Donc si je sais plus, voilà, voilà, vous voulez bien partager, merci mille fois. Donc moi, je suis dans une entreprise qui s'appelle Altarea. Et Altarea, si on va à la slide suivante, c'est une entreprise qui est dédiée à la transformation de la ville. Notre métier, c'est on est à la fois des promoteurs de logements, de bureaux, de commerce. On est également ce qu'on appelle une foncière, c'est-à-dire qu'on développe notamment des centres commerciaux qu'on garde en patrimoine. Et puis, on développe aussi des sièges sociaux et globalement des nouveaux quartiers, des lieux complètement mixtes dans lesquels il y a du logement, du bureau, du commerce et de plus en plus, avec de plus en plus des enjeux de végétalisation. Donc, on est un groupe complètement multimarque. Catherine évoquait les enjeux sociaux et sociétaux. On est un métier qui aujourd'hui, 2/3 des émissions de CO2 sont liées à les émissions qui sont liées à la fabrication de la ville ou sa transformation. Et donc, on a une responsabilité extrêmement importante, d'autant plus que nous, on est une société cotée. Donc, on rend des comptes à nos salariés, mais évidemment à nos actionnaires également. Donc, slide suivante, de par cette responsabilité, on estime que notre rôle, c'est peut-être très immodeste, mais en tout cas, c'est de participer à la ville de demain
en se disant qu'aujourd'hui, face aux défis climatiques, on se dit que la ville est un problème et nous, on pense que ça peut apporter les solutions. Mais encore faut-il la faire différemment. Et donc, on a à la fois dans le faire différemment la question de adresser toutes les populations. En tout cas, on est majoritairement en France, et donc c'est lutter aussi bien contre les fractures sociales avec du logement social ou d'autres types de logements, prendre soin de toutes les générations, puisque on réalise notamment des résidences pour étudiants, mais également pour seniors non médicalisés. Comment est-ce qu'on revitalise aussi le patrimoine? On a une de nos marques qui fait ça. Et puis, comment est-ce qu'en fait, on fabrique la ville différemment? Comment est-ce que on fait plus de béton, on fait plus de bois? Comment est-ce qu'on met de la biodiversité, où on régénère les villes? Comment est-ce que on répond à des nouveaux besoins de colocation, de coworking, donc les nouveaux modes de travail? Et donc ça veut dire qu'on a une dimension sociale et sociétale très importante. Je vous ai mis quelques chiffres sur cette slide. Ce qu'il faut que vous reteniez surtout, c'est que aujourd'hui, nous, 100% des opérations qu'on fait, elles ont un engagement sociétal extrêmement fort dans une démarche qui s'appelle Tous engagés. Je vous pose ce contexte-là pour vous dire après, c'est la slide suivante, que ces sujets sociaux et sociétaux, on les porte au plus haut de la gouvernance de l'entreprise. Donc, j'ai dit qu'on était une société cotée. Ça fait 10 ans que on travaille ces sujets environnementaux et sociaux. Et par rapport à ce que disait Catherine, mon titre, c'est directrice marketing stratégique RSE Innovation. Mais le gros de mon travail, en fait, il est sur la RSE, sur la transformation de l'entreprise et comment est-ce que j'accompagne tous les métiers, toutes les marques avec mon équipe pour décarboner notre activité, pour proposer des nouveaux produits, des nouveaux types d'immeubles, des nouveaux types d'habitats pour les femmes et les hommes qui vont y vivre. Et puis, comment est-ce que je vais à la fois mobiliser tout un comité exécutif, sachant que c'est intéressant parce que moi, je suis dans le comité exécutif depuis 5 ans seulement. Donc, ça fait 10 ans qu'on le fait, mais avant, ce n'était pas forcément un sujet de direction générale. Et donc, au-delà d'un travail que je vais faire sur le marketing produit, comment est-ce qu'on invente ces nouveaux produits, comment est-ce qu'on travaille avec les ingénieurs pour leur dire peut-être qu'il faudrait fabriquer nos produits différemment. Je travaille aussi avec les marques pour définir des trajectoires pour chacune des marques pour décarboner nos activités et le mesurer. Et puis, se dire que ce n'est pas un sujet qui est juste pour quelques-uns. La décarbonation, c'est un sujet qui concerne tous les collaborateurs. Et donc, comment est-ce qu'on intègre des critères extra-financiers, y compris à la rémunération de l'ensemble des collaborateurs. Alors, j'ai fait cette introduction pour vous dire, voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille et ce que j'y fais, et avec évidemment toute une équipe. Et néanmoins, moi, je ne suis pas une marketeuse et je ne suis pas un ingénieur. Dans mon parcours, je viens d'un monde complètement autre. Alors d'abord, je crois qu'il y a un certain nombre de professeurs qui sont de SES. Alors moi, à mon époque, on parlait de B. Donc moi, j'ai fait un bac B. Désolée pour l'ancienneté. Et à l'époque, moi, j'ai fait des études littéraires. Donc absolument rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rêvais d'être prof. Voilà. Donc, et plutôt prof de lettres. Il se trouve que voilà, la vie a fait que j'ai fait des études littéraires. Après, j'ai fait des études de sciences politiques. Les deux mis bout à bout, je me suis dit, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être journaliste. Donc, voilà, j'ai eu la possibilité de partir aux États-Unis, faire un master en journalisme, parce que j'ai obtenu une bourse pour le faire. Et quand je suis revenue en France, c'était il y a longtemps, on était en 91, première guerre du Golfe, je cherchais du boulot, je n'ai pas trouvé de boulot dans le journalisme, et donc j'ai pris du boulot dans une agence de communication. Et donc, de prof de français, je suis passée à volonté de prof de français à journaliste. Je me suis retrouvée dans des agences de communication à faire
plein de types de communication, que ce soit de la communication financière, de la communication de marque, du marketing. Enfin voilà, donc j'ai fait vraiment à peu près tout ce qu'on peut imaginer. Et je suis rentrée dans l'immobilier il y a 12 ans dans une fonction de communication. Et je vous raconte tout ça parce que ça peut aussi servir à vos élèves. Donc moi, j'avais un capital, entre guillemets, intellectuel qui était fait de plein de choses, mais qui n'était pas un capital technique. Et en fait, je me rends compte que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, ça m'a aidé à interroger la société et du coup à pouvoir travailler avec des métiers qui sont eux-mêmes extrêmement techniques et en fait extrêmement fermés dans leur façon de faire. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on attend de plus en plus des gens qui nous rejoignent, c'est une ouverture et c'est pouvoir se dire comment est-ce que je fais le lien entre mon métier, là il se trouve que c'est de l'immobilier, mais ça pourrait être autre chose, et la façon dont le monde se transforme. Très souvent, les entreprises, elles étaient encore une espèce de bulle. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, dans le monde de l'immobilier, on recherche de plus en plus des gens qui n'ont rien à voir avec des profils traditionnels ingénieurs BTP ou financiers, parce que c'est un monde qui est aussi assez financiarisé. On recherche des gens qui sont curieux du monde dans lequel ils habitent, parce qu'on a des enjeux de transformation extrêmement importants. Et donc, je termine ma petite intervention, puis comme ça, je laisserai la place et la parole à Nadine et à Karine. Nous, ce qu'on observe, c'est deux choses par rapport aux étudiants et aux jeunes que l'on recrute. La première chose, et c'est la slide suivante, c'est il y a quelque chose d'hyper important pour que ça fonctionne entre un étudiant, enfin un jeune qui arrive et une entreprise. Il faut qu'il y ait un sujet culturel. Alors, ça ne se décrète pas, mais on est extrêmement attentif avant d'être sur du savoir-faire, donc avant d'être sur des compétences techniques, c'est est-ce que l'étudiant, il va se sentir bien dans une culture. Alors nous, on a, voilà, chaque entreprise a sa culture. On est une boîte très entrepreneuriale. On est dirigé par un monsieur qui a fondé l'entreprise et qui en est l'actionnaire majoritaire. Et donc, avant d'être sur le savoir-faire, on essaie de vérifier un alignement culturel. Et puis après, la deuxième chose qu'on leur demande dans les entretiens, c'est au-delà de l'intérêt qu'ils pourraient avoir pour le métier, c'est savoir s'adapter. Je disais qu'on est dans un monde qui n'arrête pas de se transformer. Nous, on a besoin de gens qui savent travailler en mode projet et vont être capables de pouvoir travailler avec tous les métiers possibles, des gens qui font du commerce, du marketing, de la finance, de la construction. Et donc, ça, c'est hyper important. On a besoin de gens qui sont ouverts et ont encore envie d'apprendre. Et nous, on n'arrête pas de dire... alors ce n'est pas nos étudiants, mais à nos jeunes recrues, vous êtes dans un métier qui va être en permanence en train de se réinterroger, et donc on encourage beaucoup la formation, et donc modestement par rapport à vous, mais on veut qu'ils soient dans un apprentissage permanent, et en fait qu'ils continuent ce qu'ils ont appris au lycée, différemment, parce que c'est plus appliqué, mais c'est extrêmement important pour qu'ils ne soient pas décrochés. Et puis, on leur demande beaucoup à la fois de prendre des initiatives, ils peuvent apporter des choses, et de challenger les façons de faire. Moi, par rapport à mon activité, c'est avec mon équipe qu'on va aller voir, je sais pas, les ingénieurs structures qui ont fait toujours du béton dans leur vie, on leur dit maintenant on va faire du bois.
Mais du coup, voilà, on a besoin de ces jeunes-là qui vont challenger sur les façons de faire et qui vont faire un retour aux équipes pour les aider à bouger. Même chose sur le digital, c'est extrêmement important d'intégrer toute la dimension intelligente du bâtiment. Donc, il y a une dimension digitale qui est de plus en plus importante. Et donc, les attentes, c'est avant d'être en savoir-faire, c'est vraiment en savoir-être. Et puis, je terminerai cette première introduction avec ce que les étudiants nous demandent. Finalement, moi, à mon époque, quand je cherchais un boulot, on était dans nos petits souliers et on se disait il faut être propre sur nous, on parle bien, on avait le bon CV, la lettre de motivation parfaite, on vérifiait qu'on n'avait pas fait de faute d'orthographe et tout ça. Aujourd'hui, c'est la dernière slide s'il vous plaît, on est face à des étudiants qui attendent des choses de nous. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvée dans des entretiens où des étudiants me disaient mais moi, en fait, je me mets en position de choix. Et donc, moi, je veux choisir une entreprise qui donne du sens à l'action, c'est-à-dire qui correspondent à moi, mes valeurs. Le changement climatique, c'est extrêmement important. En tout cas, c'était dans les entretiens que j'ai pu avoir. Qu'est-ce que vous faites ? Et entre guillemets, on était presque dans une position inverse, c'est-à-dire que j'avais à rendre des comptes, et bien volontiers, hein, j'ai pas de problème avec ça, mais j'avais à rendre des comptes et à convaincre le candidat que c'était le bon endroit pour venir et se développer. Ils attendent également de nous, et je pense qu'ils sont bien conscients que le monde bouge tout le temps, et donc tout le sujet que j'évoquais tout à l'heure de la formation et de dire finalement je ne veux pas décrocher, est-ce que vous continuez à m'apprendre des choses? En tout cas, nous, on les voit. Évidemment, ils veulent des perspectives d'évolution, ça c'est bien normal. Et puis, de plus en plus, moi, j'ai certains mes collaborateurs qui sont venus avec des projets personnels ou professionnels et qui me disent, voilà, moi, j'ai envie de développer cette activité. Est-ce que je peux le faire chez vous? Alors, on dit pas oui systématiquement, mais alors je ne sais pas si, côté... et côté Nadine ou côté Karine, vous voyez ça, mais nous, c'est très nouveau. On a des jeunes qui nous disent, voilà, moi, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, qui peut avoir du sens par rapport à ce que fait l'entreprise en termes d'engagement sociétal. Et donc, nous, on réfléchit de plus en plus à comment est-ce qu'on peut accueillir des initiatives d'intrapreneuriat en se disant, plutôt que tu montes ta start-up dans ton coin, peut-être que tu pourrais le faire chez nous différemment et qu'on ait le meilleur des deux mondes. Voilà ce que je pouvais dire peut-être en introduction pour lancer la discussion. Très très bien. Nathalie, moi j'ai juste une question pour vous parce que on n'a pas eu l'occasion de s'entendre. Je partage absolument le point de vue sur le changement, la transformation. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, ce que j'expliquerai peut-être un peu tout à l'heure, que le marché du travail quand même s'est inversé, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui les employés à la place des employeurs entre guillemets, c'est-à-dire que moi j'ai vu, je le vois aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est les salariés aujourd'hui qui disent non, vous m'attendez, moi j'ai une autre piste ou je viens pas, ou non, je veux ça, etc. Donc il y a quand même un marché par rapport à nous, je vous entendais parler du bac B tout à l'heure, moi j'ai fait un bac à 1, donc on est de la même de la même génération où effectivement on y allait noble avec notre CV sans faute. Effectivement, tout ça c'est absolument vrai. Mais moi, je dirais même que ça va même beaucoup plus loin. C'est le monde qui s'est tellement transformé que du coup, et tant mieux, hein, tant mieux ou tant pis. Enfin, c'est pas un jugement de valeur. Mais du coup, effectivement, moi, j'ai grandi dans une perspective où on m'a dit à l'école, vous n'aurez pas d'emploi. Voilà. Ouais. Donc, du coup, là, aujourd'hui, c'est le plein emploi. Enfin, après, on va nous dire il y a 4%, 5%, il y a des métiers qui manquent et tout. Mais enfin, ce qu'on considère comme plein emploi, c'est à peu près 4-5%. Donc, voilà, de chômeurs. Mais pour le coup, ça, c'est quand même très, très inversé. Et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur la RSE. C'est-à-dire que la RSE, ça existe depuis une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui,
ça fait 4-5 ans qu'on les a dans les comités exécutifs, que ça fait partie des challenges des banques, de l'économie, etc. Et c'est des choses qui sont effectivement hyper importantes. Enfin, en tout cas, j'ai bien aimé votre analyse sur le Bon, bah, sujet. écoutez, Parce que je me en suis tout cas, voilà, retrouvée- je crois qu'on partage ça. Et donc, en tout cas, vis-à-vis des professeurs qui nous écoutent, je pense que, effectivement, enfin, vos étudiants aujourd'hui sont plutôt dans une position, entre guillemets, de force. En tout cas, ils ont des exigences. Tout à Et fait. ils ne disent pas, Par moi, rapport je à vais avant au travailler. marché. Voilà. Et donc, nous, on est plutôt en train de se dire comment est-ce qu'on s'adapte et comment est-ce qu'on monte patte blanche. Et finalement, moi, je me rends compte que quand j'écoute les déclarations des étudiants d'AgroParisTech qui disent il faut rentrer en résistance, il faut déserter le monde de l'entreprise, quand j'entends également les étudiants d'HEC, voire même de Polytechnique, où vraiment on est haro contre les entreprises, finalement, nous, on se retrouve dans une position pour dire, bah, non, en fait, les entreprises, elles aussi, elles ont évolué, elles sont complètement capables d'intégrer notamment tous ces enjeux de transition climatique, d'adaptation ou transition numérique. Et moi, je dis souvent aux étudiants que s'ils veulent avoir un impact sur la société, ils auront 10 fois plus d'impact dans des entreprises parce que les entreprises ont un peu plus de moyens et peut-être aussi de force de frappe que à monter leur start-up quelque part. Voilà. Et donc nous, on essaie de réconcilier euh, euh, en tout cas l'impression d'une désaffection des jeunes pour le monde de l'entreprise, pour dire le monde de l'entreprise, ça peut être un endroit où on s'épanouit, ça peut être un endroit où on peut mener des projets, y compris des projets intrapreneuriaux, ça peut être un endroit où on peut porter des convictions et les mettre en œuvre. C'est pas juste d'être des doux rêveurs et ça peut être un endroit où on s'épanouit. Donc, Nathalie, j'aurais juste une question concernant la notion d'exigence, parce que c'est important de préciser exactement ce qu'on a, parce que, bon, en tant que professeur, on attend de l'exigence vis-à-vis des élèves, mais du point de vue de l'entreprise, qu'entendez-vous par là précisément? Alors, l'exigence, alors je ne vais rien dire de très, très original, mais l'exigence, elle va être depuis des choses aussi simples que respecter des horaires, Oui. des règles de politesse évidentes, une expression claire, on ne leur demande pas de faire des grandes phrases, et puis une exigence en termes de rendu professionnel. C'est-à-dire que vous, quand vous leur donnez un travail à faire, vous espérez qu'ils vont mettre le meilleur d'eux-mêmes, quel que soit le sujet. Et ben en entreprise, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas. Être exigeant, c'est de se dire que, par exemple, moi sur mes sujets, en termes on a tout un process de reporting de toutes nos consommations, quelles qu'elles soient, émissions de CO2, de l'eau, des déchets. L'exigence, c'est de reprendre ligne à ligne chacune des consommations sur les différents immeubles qu'on a pu avoir, être sûr qu'on a bien revérifié que le chiffre que l'on va avoir, c'est le bon, et challenger ça, être exigeant, c'est finalement pas se satisfaire de dire bon, je sais pas, on répond à des concours, nous pour je vais pas faire le minimum, je vais aller chercher des idées, je vais aller un cran plus loin que faire le minimum parce qu'en fait ça suffira jamais. Être exigeant, c'est aussi bien vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres, et de dire tiens, toi, je travaille avec toi, monsieur le commercialisateur pour vendre des logements. Comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce qu'on peut être exigeant pour trouver des meilleures façons de vendre? Donc, être exigeant, c'est ça. Mais j'imagine que c'est la même chose que ce que vous dites à vos étudiants.
Oui, c'est pour les encourager aussi à être dans le détail, C'est donc ça. travailler bien fait, ne pas bâcler, quoi. Donc, c'est des messages qui sont importants, qu'il faut rappeler pour qu'ils puissent s'épanouir dans l'entreprise et accéder au poste tel que vous les décrivez, puisque il y a quand même il faut pouvoir y accéder aussi, hein. Ah, enfin, je pense que tout ce qu'ils apprennent, enfin voilà, ce qu'on a tous Oui, appris au collège, au lycée, enfin, c'est encore plus vrai dans l'entreprise. Vous pouvez pas vous dire je fais un truc vite fait, bien fait. Enfin, moi, enfin, et je crois encore moins maintenant. merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, nous passons à Nadine Sutter-Prévost, la parole. Ouais. Bonjour. Bonjour à tous et merci pour cette opportunité. J'ai préparé aussi une petite présentation et je veux juste j'aurais un propos en deux temps. La première, c'est vous parler un petit peu de ce métier parce que les affaires publiques, parfois les contours sont flous et on a du mal à appréhender ce métier-là. Donc, j'ai pour ma part 30 ans d'expérience dans le domaine. Comme Nathalie, j'ai fait un bac B. Comme Nathalie, je voulais être prof, mais prof d'anglais. Et voilà, finalement, j'ai eu, après un parcours de sciences politiques, eh bien, l'opportunité de rentrer dans ce métier qui n'existait quasiment pas dans les années 90. Donc, ça m'a permis de voir également aussi l'évolution de ce métier et comment la formation académique a beaucoup progressé en France. Ce n'est pas le cas d'autres pays dans le monde. Donc, première partie sur la présentation de ces métiers et puis ensuite, typiquement, quels sont les enjeux auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Et avant cela, une toute petite présentation du groupe Sodexo parce qu'on croit le connaître et puis finalement, on ne le connaît pas si bien que ça. C'est la première slide, enfin la deuxième slide. Voilà, donc c'est une entreprise qui est familiale, hein, qui est toujours contrôlée par la famille de Pierre Bellon qui nous a quittés cette année, en fait, en début d'année, qui a été créée à Marseille en 1966. Qui est présente aujourd'hui dans 55 pays. Nous sommes le deuxième employeur français privé dans le monde et on sert 100 millions de personnes chaque jour. On a aujourd'hui notre plus gros marché, ce sont les États-Unis, où nous sommes le premier employeur français avec 90 000 salariés et ça représente 40% de notre chiffre d'affaires. Nous avons travaillé notre raison d'être. Catherine, vous parliez au début de l'objectif de l'entreprise qui est de faire du profit, mais en fait, Pierre Bellon, en 1966, avait déjà travaillé sur une raison d'être, alors qu'on n'en parlait pas du tout et que la loi Pacte n'était même pas discutée. On a retravaillé cette raison d'être qui est offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous. Et pourquoi? Parce que finalement, nous sommes présents dans la vie de tout le monde, en fait, quel que soit l'âge de la personne, quel que soit le milieu dans lequel il est, eh bien, nous accompagnons cette personne, notamment par le biais de la restauration collective. Hein, où nous sommes dans les crèches, les écoles, les universités, les entreprises, les administrations, les établissements hospitaliers, les EHPAD, et puis même dans des milieux un peu extrêmes comme les mines ou les plateformes pétrolières. Donc, vous voyez, on couvre une catégorie d'âge qui va finalement de la naissance presque jusqu'à la mort. Le facilities management, donc c'est tout ce qui est en fait la gestion des espaces de travail, l'aménagement des bureaux, la gestion de la climatisation, les espaces verts, etc., l'éclairage, tous ces aspects-là. Nous gérons également l'hospitalité de grands événements sportifs mondiaux et des lieux de prestige. Sodexo, on ne le sait pas forcément, mais c'est 5 étoiles au guide Michelin. On gère notamment le Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel. On a géré plusieurs coupes du monde de rugby. On est partenaire des JO de 2024. Et puis, dernière activité, qui sont les chèques et cartes de service, hein, notamment le chèque restaurant qui est le plus connu en France, où nous sommes présents à peu près dans 30 pays. Voilà pour une courte présentation du groupe, qui, encore une fois, n'est pas toujours bien connu. Alors, sur le métier des affaires publiques, qui est la slide d'après, donc sans faire tout un cours sur le métier, mais en fait, notre métier, c'est tout d'abord surveiller, évaluer l'impact positif ou négatif que peuvent avoir les évolutions législatives et réglementaires au niveau national, européen, international sur les activités de l'entreprise. Deuxième chose, c'est définir nos positions, les faire valoir directement ou indirectement, c'est-à-dire soit on le fait en tant qu'entreprise, soit on le fait en tant que syndicat professionnel, auprès des bons décideurs qu'on aura su identifier au bon moment, parce qu'il faut savoir lire le bon timing de la discussion d'un projet de loi, d'une proposition de loi, et puis bien sûr de façon éthique et transparente. Et puis, dernier élément, c'est accompagner certaines actions de communication auprès des acteurs institutionnels, notamment en cas de situation de crise ou de situation sensible. Donc, en fait, les affaires publiques, c'est à la fois la veille législative et réglementaire, c'est le lobbying,
connaît souvent ce mot-là qui fait un petit peu peur, sur des relations institutionnelles. C'est tout ça que couvre ce métier des affaires publiques. Alors la slide d'après, là, je vous disais que j'avais eu l'occasion de voir un petit peu l'évolution de ce métier depuis 30 ans. C'est un métier qui est vieux comme le monde dans les pays anglo-saxons, mais qui est beaucoup plus récent en France et en Europe continentale. C'est un métier qui s'est progressivement structuré et professionnalisé, je dirais, sous deux événements majeurs en France. D'une part, en 1977, avec la vague rose municipale, et puis en 1981, avec l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, enfin, en tout cas, qui gagne l'élection présidentielle. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, ce métier, c'était avant tout un métier de carnet d'adresse. C'est qui connaît qui. Et on faisait beaucoup ce métier-là comme ça. C'est-à-dire que c'était vraiment que des relations institutionnelles et de la relation. Et donc, avec l'arrivée de tout ce nouveau personnel politique au pouvoir, eh bien, qui connaît qui, ça ne suffit plus. Ça ne marche pas. Voilà. Et deuxième chose, l'impulsion de la construction européenne, d'une part parce que la façon de travailler de la Commission européenne n'était pas du tout la même que notre gouvernement en France. Elle était beaucoup plus ouverte parce qu'elle avait besoin de compter sur l'expertise de tous ces secteurs industriels, tous ces secteurs de services, mais également des ONG pour pouvoir bâtir des réglementations qui allaient être valables dans tous les pays de l'Union européenne. Et puis, deuxième élément qui a été aussi décisif, c'est l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Voilà, donc tout ceci a finalement contribué à transformer ce métier devient véritablement un vrai avec des vraies compétences et qui se structure au niveau pédagogique également avec l'apparition progressive de masters spécialisés en affaires publiques, en affaires européennes. À mon époque, ce qui existait en matière d'affaires européennes, c'était le collège de Bruges. C'est tout. On n'avait pas du tout de master spécialisé en affaires publiques, comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, à Sciences Po Paris ou à Dauphine. Alors, c'est de Paris, parce que de province, on a aussi quelles sont les compétences clés pour faire ce métier? Alors, je précise que notre métier, c'est pas de faire de la politique. On est finalement des espèces de diplomates de l'entreprise auprès de cette sphère institutionnelle. Il faut avoir un intérêt pour la politique. Parce que quand on fait ce métier-là, on passe notre temps à le dire, j'ai pas à regarder ce qui passe à l'Assemblée nationale, etc. Donc, Nadine, je vous coupe, mais on ne vous entend pas bien. C'est assez haché, donc il y a peut-être un petit problème de micro. Ah, attendez, Puis vous parlez très très vite. Vous pouvez parler un peu moins vite, voilà. Ouais, j'ai plein de choses à dire. Non, oui. Vous avez le temps voilà, c'est pas la peine de, oui. Donc voilà. Donc quelles sont les compétences pour faire ce métier? Alors je dirais, je reprendrai tout ce qu'a dit Nathalie. C'est tout à fait pareil pour nous. Il faut qu'on ait un intérêt pour la politique, mais sans faire de la politique, parce que là on a des conflits d'intérêts. Et là c'est très important d'un point de vue éthique, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc nous sommes des diplomates de l'entreprise, du métier de l'entreprise. Il faut qu'on ait un minimum de socle de compétences de droit constitutionnel et de droit public, de droit privé, parce que on doit être capable de faire des amendements, d'écrire des amendements. Autre compétence, c'est une compétence rédactionnelle. Dans notre métier, on passe notre temps à faire des notes, à écrire. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des compétences de hard skills, pour parler français, qui sont absolument nécessaires. Et en soft skills, on a besoin de coopérer énormément en interne, parce que notre métier, nous sommes à l'intersection de plein de sujets, de plein de départements différents dans l'entreprise. Donc il faut qu'on soit capable de travailler en équipe, il faut qu'on soit à l'écoute, il faut être capable véritablement de rassembler autour de nous, de savoir évoluer, d'être capable de nous adapter, parce que quand vous proposez quelque chose à un parlementaire et que le parlementaire ne veut pas, c'est pas la peine de lui le reproposer. S'il n'en veut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, donc il faut comprendre pourquoi ça ne va pas et comment est-ce qu'on peut effectivement adapter notre proposition pour faire évoluer sa position. C'est un besoin croissant pour les entreprises. Aujourd'hui, vous mettez une alerte sur LinkedIn en matière d'affaires publiques, il y a des postes qui tombent quasiment tous les 2 jours. Donc voilà, que ce soit des boîtes, des entreprises françaises ou des boîtes américaines, des startups, etc. Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont un besoin croissant de ces experts d'affaires publiques. Avec un positionnement qui reste assez complexe au sein de l'entreprise,
c'est un métier qu'on ne sait pas très bien encore, on ne sait pas très bien où le mettre. Donc, on le met souvent avec la communication. Vous avez souvent une direction de la communication et des affaires publiques, ce qui est mon cas chez Sodexo. Mais ce sont, je dirais, deux métiers qui sont très différents. Typiquement, la communication, pour nous, est un outil. Quand on n'arrive pas à faire passer une mesure en direct, souvent, on va utiliser la presse, faire un article de presse, faire une tribune. La communication est un outil pour nous, ce n'est pas une finalité. Et puis, on est aussi à l'intersection de la stratégie, hein, et donc, parce que dans certains cas, notre objectif, c'est de lever des barrières à l'entrée d'un segment, d'un marché, par exemple. Et donc, voilà, donc on peut aussi être rattaché parfois à la stratégie de l'entreprise. En tout cas, je dirais qu'on se retrouve presque dans la situation où se retrouvaient des directeurs de la communication dans les années 90, où ils ont gagné progressivement leur lettre de noblesse et ont réussi à rentrer dans les comités exécutifs des entreprises, ce que n'a pas forcément réussi, je trouve, les affaires publiques, mais encore une fois, c'est un métier qui est beaucoup plus jeune et qui se structure progressivement. Alors, la slide suivante, voilà, c'est pour parler de... Si vous pouvez juste avancer sur la slide d'après. Oui, merci. C'est une profession qui est de plus en plus encadrée, ce qui est plutôt une bonne chose. Le lobbying tente à s'intégrer dans le paysage institutionnel, c'est-à-dire que là où avant les entreprises qui faisaient du lobbying étaient très très mal perçues, et bien aujourd'hui on a une reconnaissance de la part du législateur sur le rôle que l'on joue et ce que l'on apporte, encore une fois, parce qu'on apporte un point de vue. Et là où aussi on a un petit peu évolué, c'est qu'avant on avait les méchantes entreprises qui faisaient pression sur le pouvoir et les bonnes ONG qui, elles, n'apportaient que des bonnes choses auprès des institutionnels. Donc ça, ce sont les choses qui évoluent un petit peu, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'aujourd'hui, à partir du moment où notre objectif c'est de modifier une législation, eh bien on est un lobby, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une ONG. Deuxième chose, c'est qu'on a eu un encadrement par le législateur. Hein, donc, on a un registre de transparence de l'Union européenne qui existe depuis très longtemps. Et si vous n'êtes pas aujourd'hui enregistré sur ce registre de transparence, vous ne pouvez pas rencontrer un parlementaire européen, vous ne pouvez pas rencontrer un commissaire européen. Et puis, deuxième chose, en France, la loi Sapin 2 et la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui oblige bien, les représentants d'intérêt à faire une déclaration annuelle des contacts qu'ils ont eus avec à peu près 600 personnes qui sont répertoriées dans une liste. Alors, la loi est très compliquée, mais en tout cas, je trouve que c'est un vrai progrès et que, en tout cas, on a bien fait de le faire. Et troisième chose, quand on est un grand groupe international, eh bien, on édicte de toute façon nos règles, notamment aussi parce qu'on a des guidelines de la part de l'OCDE. Donc, chez Sodexo, nous avons un Responsible Business Conduct, donc une conduite responsable des affaires, parler en français, et puis bien sûr la création d'une politique affaires publiques qui donc dresse un certain nombre de règles de conduite pour faire ce métier en toute transparence et de manière éthique. Et dernier point, nous sommes bien sûr scrutés également par des agences de notation mondiales comme le Dow Jones Sustainable Index. Donc voilà pour la présentation un petit peu globale et pour arriver maintenant sur les enjeux des affaires publiques, c'est la slide d'après, voilà. Nous sommes en tout cas, nous entreprises, notamment les grandes entreprises, notre écosystème est de plus en plus complexe. D'une part parce que le contexte politique et géopolitique est très instable et très incertain. On n'a pas vu arriver le Covid, on n'a pas vu arriver la guerre en Ukraine, etc. On a une montée des populismes dans énormément de pays. Énormément d'activistes également, la crise de la mondialisation, la menace du découplage économique, etc. Tout ceci rend notre environnement plus instable et très incertain. Deuxième chose, on a toutes ces transitions, la transition digitale, l'environnement, la démographie, le nouveau système alimentaire qui est un peu plus durable, etc. Donc, toutes ces transitions qui impactent le monde de l'entreprise, avec notamment une accélération des transformations. On voit tout ce que les entreprises de taille très diverses ont été capables de faire pendant la crise du Covid.
sans le Covid, je ne pense pas que l'entreprise se serait transformée aussi rapidement. Troisième élément, c'est une multiplication des parties prenantes que l'entreprise doit gérer avec des revendications multiples, parfois contradictoires, et puis tous ces mouvements sans leader, en anglais on dit leaderless movement, qui sont encore plus difficiles à gérer parce que on ne sait pas avec qui négocier. Typiquement, en France, ça a été le cas des Gilets jaunes, mais on le voit aussi aux États-Unis et dans d'autres marchés, en tout cas en ce qui nous concerne. Et puis, dernier point, une montée en puissance des ONG qui se professionnalisent et qui comptent en fait sur les multinationales pour mener des changements parce que justement, comme elles sont internationales, elles sont capables de mener des changements globaux avec deux catégories d'ONG, celles qui ne veulent pas nous parler, c'est le cas notamment de Greenpeace, et puis celles qui sont un peu plus conciliantes, mais qui nous poussent effectivement pour obtenir des changements de notre part. Alors tout ceci, ce sont des opportunités, mais ce sont aussi des risques. C'est la dernière slide. Si on peut passer, voilà. Alors, en ce qui nous concerne, les risques liés à cet écosystème de plus en plus complexe, c'est le risque d'éviction de certains pays, parce que de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que on veut acheter local. Donc, ce que vous voyez typiquement en France, sur le local, on l'a aussi aux États-Unis, on l'a aussi en Grande-Bretagne, dans beaucoup de marchés européens. En fait, on préfère avoir du local. Et puis, si ça peut être en plus une PME, c'est quand même bien mieux, en fait. Aujourd'hui, être une multinationale, c'est pas très sexy, en fait. Et on a des mouvements, parfois, de la part de gouvernements qui sont anti-entreprises étrangères, typiquement en Hongrie, où nous avons été mis dehors par le gouvernement de Orban. Voilà, c'est un exemple très concret. Deuxième chose, c'est la perte potentielle de clients sous la pression de certains activistes. Typiquement, quand je vous disais que nous intervenons dans des milieux extrêmes, parfois dans les mines, nous ne sommes pas des mineurs, mais nous avons un rôle, comme par exemple le maire du village, parce que quand on intervient dans une mine en Australie, dans le nord-ouest du pays où il n'y a juste rien à part les kangourous, eh bien nous créons une ville de toutes pièces et nous la gérons. Donc, on gère l'arrivée et le départ des mineurs pour 15 jours. On leur fait à manger, on gère l'hospitalité, on gère l'hôtellerie, on gère tout. Et donc, on a eu une pression très importante de certains activistes contre notre client, qui était donc l'entreprise minière en question, mais aussi contre nous, parce que voilà, on n'a pas finalement à gérer ce type de contrat. Et l'autre pression qui peut nous être, sur laquelle on doit aussi gérer, c'est quand on cherche à avoir des labels, typiquement le label américain B Corp, Benefit Corporation, qui nous permet en fait de montrer à quel point notre entreprise est vertueuse. Eh bien, le label B Corp nous a été refusé parce que nous avons également un métier pour la réinsertion des détenus. Nous avons une politique qui est pourtant très très claire au niveau du groupe, qui est que nous n'intervenons pas dans les pays où il y a la peine de mort. Nous n'intervenons que dans les pays où la réinsertion est la clé du ministère de la Justice et où finalement, quand on gère des prisons, c'est pour la réinsertion. Et bien malgré cette valeur qui est très très importante pour nous, typiquement on n'est pas aux États-Unis, qui est pourtant 40% de notre chiffre d'affaires, mais nous ne gérons aucune prison aux États-Unis. Et bien ce label B Corp nous a été refusé. Troisième risque, c'est la multiplication des lois et notamment des soft laws. Donc, vous savez, c'est quand une ONG nous fait avancer, par exemple, sur un sujet. Nous avons un business model qui est très complexe chez Sodexo parce que nos marges sont très, très faibles et nous intervenons en business to business. C'est-à-dire que nos consommateurs finaux, ce ne sont pas eux qui payent, ce sont nos clients qui payent. Et quand on nous impose de plus en plus, quand on nous fait évoluer sur beaucoup de choses, que ce soit les œufs de poules qui ne sont pas élevés en cage, ou bien le bien-être animal, etc., etc. Encore faut-il que le client paye le prix. Souvent, le client n'en voit pas l'intérêt, il ne veut pas payer le prix. Mais nous, malgré tout, nous voulons avancer et nous avançons. Et encore une fois, ces ONG ne vont pas chercher des petites entreprises, elles viennent chercher des grands groupes. Pourquoi? Parce que quand un grand groupe décide de mener cette politique, elle le fait en ce qui nous concerne dans tous nos pays. Voilà, mais en tout cas, on a ce risque de création de distorsion de concurrence qui est assez important.
Les attaques d'ONG, c'est toujours des risques pour la réputation et pour la marque d'une entreprise. Et puis, dernier point, quand on doit gérer tous ces enjeux, eh bien, est-ce qu'on peut encore prioriser et comment le faire? Parce que finalement, une ONG est forcément légitime dans sa demande. C'est forcément bien de ne plus de ne plus utiliser des œufs de poules qui sont maltraités, etc. C'est tout à fait légitime. Est-ce que c'est pour autant notre priorité première quand on est le deuxième employeur mondial, quand nos salariés sont des salariés, dans certains pays en tout cas, qui n'ont pas un minimum de vivre. Voilà, donc comment est-ce que l'on fait finalement pour juguler et pour prioriser ces demandes qui, encore une fois, sont toutes légitimes. Voilà, donc tout ceci, ce sont des sujets sur lesquels les affaires publiques sont amenées à avoir un rôle à jouer, en tout cas quand on a la direction d'une affaire publique groupe et d'un grand groupe comme Sodexo, dont les enjeux sont multiples, variés, très sociétaux, très divers et très variés. Voilà. Je vous remercie. Merci Nadine. Et concernant donc les jeunes, les attentes par rapport aux jeunes et le retour que vous pouvez avoir par rapport aux jeunes que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, énormément de recherche de sens. Ça, c'est très, très important. Alors, globalement, hein, pas seulement que sur les affaires publiques, on a mené une étude avec un cabinet de sociologues qui s'appelle Plein Sens et qui avait pour objectif justement de mesurer le sens des métiers de service. Et on s'apercevait que quand, en fait, en fonction du segment dans lequel on travaille, si vous travaillez pour les écoles, ce qui est notre cas, eh bien, vous avez des gens qui sont très, très engagés et qui sont contents de se lever le matin pour faire un métier qui est difficile. Hein. Faut pas croire, nos métiers sont difficiles. Vous êtes souvent à 6 heures du matin dans la cuisine et vous terminez à 14-15 heures. Ce sont des métiers qui sont difficiles, mais quand vous êtes dans les écoles, quand vous êtes dans les EHPAD, ce sont des gens qui sont très, très mobilisés parce qu'ils savent que s'ils ne sont pas là le matin, les enfants, ils risquent de ne pas manger. Voilà. Donc, une recherche de sens qui est très, très importante et où, en tout cas, on voit la différence entre certains segments où la motivation, où l'implication est beaucoup plus importante que ailleurs. Après, dans les affaires publiques, encore une fois, on voit bien que les jeunes, il y a des métiers, enfin, il y a des entreprises dans lesquelles ils ne veulent pas aller. De plus en plus, une boîte comme Total ou une entreprise comme Philip Morris, vous voyez, tout ce qui est tabac, le secteur pharmaceutique, ce sont des entreprises où ces jeunes, en fait, souvent, je ne veux pas aller là-bas, ça ne m'intéresse pas d'aller dans une entreprise comme ça. Et là où Sodexo peuvent les intéresser, c'est la dimension internationale de l'entreprise et tous ces enjeux qui sont très sociaux et très sociétaux. D'accord. Il y a combien de recrutements par an à peu près à Sodexo actuellement? Ça, je ne pourrais pas. Oui. Vraiment, oui. En énorme tension, en tout cas sur nos métiers, énormément. Et tout ce qu'on a, c'est de convaincre les parents d'enfants de troisième qui sont en difficulté de s'orienter vers des métiers et vers des lycées professionnels. On a encore beaucoup de volonté de ces parents de s'orienter d'orienter leurs jeunes vers une filière générale. Et là, je parle en tant que parent délégué parce que je suis également impliquée dans une association de parents. Donc, beaucoup de travail à faire pour convaincre des bienfaits de cette filière professionnelle. Oui, donc c'est des métiers en tension et il faudrait absolument attirer les jeunes vers ces métiers qui sont. Vous avez des évolutions de carrière qui sont certainement intéressantes à la fois en France mais aussi à l'international et que c'est tout à fait passionnant. Oui. On a lancé d'ailleurs un projet Erasmus+, où on a fait justement voyager une jeune femme dans les métiers de la cuisine et qui est partie à l'étranger, justement avec un Erasmus+. C'était très intéressant pour elle, en tout cas, j'étais ravie. Oui, donc c'est amené à se développer. Donc vous agissez vraiment pour à la fois fidéliser et attirer quoi, actuellement. Ouais. On travaille sur notre marque employeur qui est très importante, donc on va dévoiler très prochainement. Bon, merci Nadine. Donc j'ai toujours pas de questions. Donc le public n'a pas de questions pour l'instant. Donc je propose donc à Karine de poursuivre.
et on verra les questions ensuite. Oui, bonjour. Alors, attendez. Juste, moi, je vais devoir, j'avais prévenu Oui, Catherine, mais oui. je m'excuse auprès voilà, des professeurs présents et puis de Nadine et de Karine, mais je dois absolument vous quitter là dans 2-3 minutes. Donc voilà, et par contre, je reste à votre disposition, Catherine, Nadine, mon mail, si vous voulez, ou m'appeler, ou échanger, vraiment, je le ferai avec grand plaisir. Si je peux aider, je le ferai bien volontiers. Voilà, donc Merci beaucoup. mes excuses par avance. Karine, c'est bon. Merci. En tout cas, merci pour vos deux interventions. Je me suis pas mal retrouvée dans ce que vous avez dit toutes les deux. Alors, moins pour vous, Nadine, parce que de ce que je comprends, c'était plus. C'est des affaires juridiques. Je suppose que c'est plutôt public et peut-être avec des catégories, ou alors j'ai pas compris le. Je sais pas si vous êtes encore en ligne. Si, bien sûr. Oui, je suis là. En fait, vous êtes passé par le public pour rentrer en tant que responsable des affaires publiques. Vous avez suivi une formation publique ou pas du tout? Non, j'ai suivi une formation de sciences politiques et en fait, j'ai appris ce métier vraiment en marche parce que c'était un métier. D'accord, donc vous n'avez pas eu besoin de passer des concours. D'accord, vous n'avez pas eu besoin de passer des concours, etc. Voilà, en fait, merci beaucoup. J'allais juste commencer par ça parce que moi, il y a plusieurs éléments aujourd'hui qui m'interpellent en tout cas au niveau du marché. C'est la passation du privé au public. Voilà, typiquement, moi, je suis une DRH. Je veux passer aujourd'hui du privé au public, c'est très compliqué. Il faut passer des catégories, etc. Donc, je voulais savoir pour vous qui êtes dans une entreprise cotée privée, comment vous aviez fait, parce que est-ce qu'il fallait aussi des certifications, des choses particulières? Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point aussi, ce que je constate pas mal, c'est effectivement tous les nouveaux métiers de RSE. Avant, vous disiez, je n'étais pas dans les, enfin c'était l'intervenante d'avant qui disait je n'étais pas dans les comex. Vous vous dites ça n'était pas forcément un sujet qui était forcément présent. Donc effectivement, il y a tous ces changements, tout ce monde qui évolue aujourd'hui. Et alors moi, je le constate dans les métiers. Bon, je vais vous parler un peu du métier de. Je suis désolée, j'ai pas de présentation pour le coup, mais je vais vous parler un peu de ce que j'ai fait, etc. Mais il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, on a un marché du travail qui est complètement différent d'il y a 30 ans. On a des gens qui sont en face de nous, des jeunes qui sont complètement différents d'il y a 30 ans. Alors, on a l'impression que je suis une vieille de la vieille, c'est pas ça, mais je le vois en entretien, je l'ai vu dans plusieurs entreprises. Et c'est quand même un sujet où on se dit, enfin moi j'ai passé des entretiens avec des jeunes pour des postes, que ça soit moyen management, c'est-à-dire des postes début cadre ou même des niveaux moins qualifiés, rarement des niveaux plus qualifiés, mais plutôt des jeunes à l'embauche. Aujourd'hui, enfin, faut quand même le dire, c'est hyper compliqué d'embaucher. On a des gens qui postulent et qui n'ont pas les comportements adéquats aussi. C'est-à-dire, malheureusement, on est content ou pas sur le papier. Moi, j'ai vu plein de fautes d'orthographe, donc je vois aussi que le niveau baisse. Et j'ai jamais voulu être institutrice, mais ma sœur l'est. Elle m'a dit aussi, ça fait 15 ans que je le fais, le niveau baisse et je ne mets pas la faute sur les profs ni sur. Voilà, je n'incrimine rien. Je dis simplement aujourd'hui, je suis obligée de demander de faire des dictées pour aller vérifier le niveau d'orthographe quand on demande une secrétaire de direction. Bon, avant, personne, comme on disait la dame tout à l'heure, pour la RSE, avant, on y allait avec nos petits cartables, on présentait nos CV, il ne fallait pas une faute d'orthographe. Aujourd'hui, on oublie, donc c'est quand même assez. Oui. Est-ce que vous pourriez parler de votre métier de RH tout d'abord, puisque c'était le centre de l'intervention. Donc oui, alors pardon, mais dans des considérations, c'est vrai, vous avez raison de me reprendre. Alors, mon métier de RH, j'ai commencé, je suis issue de la faculté AES, droit social, RH. J'ai commencé par un poste de développement de carrière et j'ai fini RH assez vite. J'ai eu des responsabilités très vite. Ensuite, j'ai fait des grosses sociétés américaines pendant 12 ans. Donc, c'était complètement différent. C'est-à-dire que la société américaine, par rapport au mode français, c'était que la société américaine est sous un mode matriciel, c'est-à-dire que vous avez votre chef, le directeur général de la société qui est en France, et vous avez en haut votre autre chef qui vous dirige de la fonction, quoi.
C'est-à-dire, en tant que DRH, en général, on a 2 chefs, quoi. En tant que DAF aussi, etc. Donc, c'est très différent du monde franco-français de ce qu'on connaît. Les entreprises américaines, pour avoir fait les 2, j'ai fait des petites entreprises, des plus grosses, des tailles intermédiaires, de l'industrie, du service. Donc voilà, la grosse différence en fait, c'est que les entreprises à l'international sont structurées complètement différemment d'avec la France. Donc je conseille à ceux qui veulent s'orienter vers le métier de RH et qui veulent avoir, parce que les entreprises sont quand même très concentrées, même s'il y a un très gros marché français, de parler anglais, de garder l'anglais. Voilà, ça c'est le premier élément, ça me semble important. Après, il y a des fonctions très intéressantes qui naissent et qui n'existaient pas, type la RSE, type donc les fonctions de RSE, il y a 5-6 ans, ça n'existait pas, type tout ce qui est qualité de vie au travail et tout ce qu'on appelle onboarding, c'est-à-dire la communication pour aller attirer les talents, les gens. Et ce que disaient les 2 intervenantes avant était très juste également, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des gens, il faut les attirer, il faut aller les chercher, on n'a plus le même public. Donc excusez-moi pour la sortie du début, mais on n'a plus le même public qu'avant, pas en tout cas sur tous les postes. Et donc on a affaire à des gens où les règles sont complètement différentes. Et du coup, on attend plus des gens une personnalité. Alors aussi parce que le marché du travail est beaucoup plus ouvert. Hein. Faut être clair. Je pense que dans nos années, enfin moi je me rappelle quand je commençais, il y avait, je mettais un poste en ligne, il y avait 500 candidatures. Voilà, aujourd'hui il y en a pas 500 pour ce poste-là. C'est beaucoup plus ouvert. On travaille par les réseaux, etc. Donc je conseillerais effectivement de garder ce que je vous disais, l'anglais, une ouverture sur l'international et regarder aussi voilà, tout ce qui est numérique, système d'information, c'est des choses importantes parce que ça se développe au niveau RH et que la fonction ressources humaines, autant avant, c'était, moi quand je suis arrivée, c'était plutôt des gens où on disait ce sont des psys, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la paye. Aujourd'hui, c'est plus du tout ce rôle-là qui est en place et je pense que ça ne l'a jamais été d'ailleurs auparavant, mais c'était juste une ancienne école. C'est plutôt une nouvelle école, mais qui dit que les RH ont une position dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils ont voix au chapitre comme l'environnement tout à l'heure, comme voilà. Et ça, c'est des choses qui se sont développées. Il y a des entreprises en France qui l'ont pas toujours compris. Les entreprises américaines l'ont beaucoup compris parce que du coup, pour eux, les RH, c'est quand même un bras droit. Donc après, ça dépend des cultures. Hein. Mais voilà, donc numérique, ouverture d'esprit, je dirais, très important. Et puis l'anglais. Et moi, je crois aussi à la fac et à la diversité. La fac, parce que c'est encore, et c'est un peu, comment dire, pas un regret, mais la fac devrait s'étendre peut-être beaucoup plus, être plus professionnalisante, entre guillemets, peut-être avec des stages en entreprise. C'est dommage que les premières années puissent pas trouver de contrat en alternance ou de choses comme ça. On a encore la culture du diplôme, beaucoup en France. Ce qui est très bien, hein, parce que ça a donné un niveau important. Maintenant, les entreprises attendent plus. Bon, bah là, je suis flexible, mais du coup, ils ont une population aussi qui demande beaucoup de flexibilité. Voilà. Donc, les rôles sont en train de se répartir différemment, et c'est assez marrant de voir quel était le rôle d'hier, qui était plus voilà, on reçoit pour expliquer le bulletin de paye et tout. Maintenant, il y a des systèmes d'information où on vous dit, bah, vous consultez votre intranet, hein, vous avez tout dessus, votre contrat, etc. Et d'avoir un rôle différent d'accueil, de communication. Quand il y a effectivement des actionnaires, il faut reporter au groupe, c'est encore un autre métier. Donc, il y a une panel de positions RH et de métiers RH qui sont très importants. Et en dessous, il y a des postes très intéressants qui se créent du type les systèmes d'information, voilà, créer des pages, l'accueil, donc du marketing, des choses comme ça. On travaille de plus en plus avec les fonctions. C'est plus une fonction isolée comme avant. Il y a un côté qui est très. Bon, après, c'est un métier qui est difficile quand on est, en tout cas, quand on doit faire appliquer des décisions. Ça, c'est vrai. Mais par contre, il y a des métiers connexes qui sont hyper importants aujourd'hui et qui se développent, qui sont aussi tout ce qui est on cherche et on trouve les bonnes personnes au bon poste. Ça se développe énormément. Donc, ce qu'on appelle les talent, parce que maintenant tout se gargarise dans le anglo-saxon, les talent acquisition managers. Bon, bah voilà, vous avez ça. Vous avez qui vont recruter une vingtaine, une trentaine de personnes, etc. Donc, c'est des métiers à part entière qui n'existaient pas avant, quoi.
les onboarding, les micro-machins officers, tout ça, ça n'existait pas avant, quoi. Et en fait, c'est vraiment des rôles qui ont dû se développer parce que le marché est différent et parce que les attentes sont différentes aussi et qu'aujourd'hui, on a une situation où on a du mal à trouver. Et quand on trouve, on n'a pas forcément les bonnes personnes. Donc, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais par contre, pour les étudiants, c'est une formidable opportunité de trouver, de faire sa place, d'aller chercher, etc. Donc, après, il faut un socle de valeurs. Et le socle de valeurs, on l'a par notre éducation, on l'a aussi grâce aux institutions, parce que moi j'y crois quand même. Et je trouve ça bien, donc, et surtout pour tout ce qui est professorat, etc. Enfin, c'est un truc que je respecte. Donc voilà, donc c'est important de se retrouver avec aujourd'hui des gens bien construits et c'est difficile d'en trouver. Et c'est pas, je jette la pierre à personne. Et en même temps, des postes qui sont complètement nouveaux, qui se créent en même temps que le marché. Et le marché, il s'inverse très vite. Hein. Ça s'est fait en 20 ans de temps. Moi, quand on me disait, dans 30 ans, ce ne sera pas pareil, je regardais tout le monde, je disais, oui, bien sûr. Voilà, donc ça évolue énormément. Quelqu'un qui faisait de la paye il y a 30 ans n'est plus capable de faire de la paye aujourd'hui. Quelqu'un qui faisait des RH il y a 30 ans est plus capable de... Voilà. Et concrètement, donc, vous avez assisté à des recrutements. Donc, quand vous dites que les jeunes n'ont pas eu le bon comportement, est-ce que vous pourriez Non, alors illustrer? j'ai mal dit. Oui. Je l'ai mal dit. C'est juste qu'il y a des moments où on passe une annonce en se disant... enfin, j'ai recruté à plusieurs périodes de ma vie. Donc, il y a 30 ans, il y a 5-6 ans, etc. Et j'ai vu la différence. Avant, c'est pas qu'ils n'ont pas le bon comportement, alors je le dis mal, et veuillez m'excuser. C'est juste que du coup, nous, on y arrivait impeccable, voilà, on y arrivait stressé, on y arrivait avec nos... Alors, c'est très bien qu'ils arrivent détendus, hein, c'est pas ce que je dis. C'est juste que pour le coup, voilà, on se présente pas avec une paire de baskets, on se présente pas avec un quart d'heure de retard, on se présente pas en disant je voudrais des congés. Moi, j'ai des gens aujourd'hui qui me disent bah oui, il y avait combien de jours RTT? Moi, je suis là, mais jamais j'aurais posé une question pareille. Alors, ça se fait maintenant, c'est normal. Aujourd'hui, il y a un équilibre qui se fait. Donc, et je trouve ça très très bien encore une fois parce qu'avant c'était l'inverse, c'était l'équilibre. On n'a pas de boulot, donc du coup on accepte tout. Voilà, on est corvéable à merci. Donc c'était aussi peut-être l'extrême. Et après je vous parle à l'extrême hein, dans mes exemples. Là, aujourd'hui, il y a quand même des comportements où on se dit, on a peut-être les bonnes personnes, mais il leur manque le truc, quoi. Donc, il faut qu'on aille chercher et on n'a pas tout le monde. Donc, voilà. Et quand je dis les bonnes personnes, c'est pas le rôle non plus de l'institution, c'est peut-être le rôle des parents ou de la société, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, moi, je sais que j'ai dit à des gens, bah, vous rentrez chez vous, quoi. Je les ai même pas entendus. Parce que ils sont venus avec quelque chose qui était rédhibitoire. Voilà, j'ai dit, on va perdre notre temps, quoi. Donc voilà, donc on ne juge pas sur la forme, j'ai bien compris, il y a pas tout ça, mais voilà, quelqu'un qui arrive 3 fois en retard et qui revient et qui dit, voilà, c'est des extrêmes encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant, jamais dans notre mentalité, dans notre culture, on aurait eu cet aspect-là. Comme avant, jamais on aurait dit, moi j'ai ma fille qui était dans une école et à un moment donné, elle me dit, bah tiens, j'ai une des élèves de l'école qui a contesté ce que disait la professeure, etc. Enfin bref. Donc je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle a été convoquée. Mais avant, jamais on ne comment dire? Moi j'ai été éduquée peut-être avec des règles ou avec des principes, etc. Et même dans la culture, jamais on aurait dit merde à un professeur, quoi. Enfin, ça n'existe pas. Donc on est aussi dans un changement de paradigme dans les sociétés où, bah, voilà, c'est ça. C'est pas que les élèves, c'est pas que notre société, c'est l'ensemble qui change, quoi. Donc ça donne naissance à des nouveaux métiers. Voilà. J'ai une question, Karine. Donc, quel conseil de préparation peut-on donner à ces jeunes avant de Qui se postuler ou de prépare. faire des entretiens? Oui, qui se Qui se préparent déjà. préparent. Ah non, mais qui se préparent, c'est-à-dire qu'ils lisent l'annonce, qu'ils n'arrivent pas en disant bah ouais, bah finalement je parle pas anglais alors que c'est écrit dessus, qu'ils lisent bien le truc déjà. Voilà. Après, je suis pas en train de m'adresser à des. Enfin, voilà, qui se préparent, qui se renseignent un peu sur l'entreprise aussi. Ça mange pas de pain. Et puis bah après, qui soient intéressés. Enfin voilà, qu'on sente un peu de motivation. Donc après. On ne demande pas la lune, hein, c'est pas, je suis pas en train de faire une hara sur la nouvelle génération. Attention, il y a des gens très bien, je veux pas, mais qui ait un minimum de préparation. Voilà, qui a un minimum de préparation et d'intérêt. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils recherchent et qu'ils soient clairs dès le départ. Mais ça, ils le font.
Par rapport à notre génération, nous, on n'était pas clairs dès le départ. De toute façon, bon, voilà. Mais eux le font. Ils disent, bah, moi, je veux ça, je veux ci. Donc, ils sont plutôt. C'est aussi peut-être notre difficulté à nous, en tant que peut-être RH d'une génération. On se dit, bah mince, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce que je peux faire de cette génération, quoi? Et moi, je crois beaucoup au fait qu'il y ait des seniors dans les entreprises et qui les accompagnent. Parce qu'on en a besoin. Ils sont hyper créatifs, qui créent des startups, etc. Je rejoins. Voilà, il y a des choses qui se créent. S'il n'y avait pas toute cette espèce de mouvance, etc., bon, voilà, il y aurait des innovations qui ne se feraient pas. Mais bon, peut-être un peu plus encadrées, voilà, qui se préparent, qui sont un peu curieux. Voilà, qui sont un peu curieux des choses. Vous êtes RH de transition, donc vous pouvez développer ce poste, hein. Alors, en fait, c'est pas un poste, c'est une façon de travailler. J'ai été RH et j'ai fait plusieurs missions de transition. C'est des contrats qui peuvent être des missions sur 6 mois, 8 mois, 12 mois sur des projets. Et voilà, et on est facturé comme un consultant qui intervient dans une société. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai arrêté. J'étais dans un cabinet qui faisait ça, qui plaçait des gens en transition. Et aujourd'hui, je suis revenue à mon métier de DRH que j'ai jamais vraiment quitté. Et du coup, je recherche des missions de transition. Je pense que je vais en trouver une, enfin j'espère bien, je crois des doigts, assez rapidement. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette génération-là qui est hyper importante pour accompagner. On dit souvent que nous, les jeunes, ils sont... comment dire, on connaît la route par rapport aux jeunes qui vont aller 10 fois plus vite que nous. Voilà. Donc il y a ça aussi. Donc du coup, c'est une autre façon de faire, d'intervenir dans les entreprises. Voilà, comme c'est un nouveau marché en fait. Enfin, ça fait 40 ans qu'il existe, le marché de la transition, mais bon, c'est un choix de travail et puis voilà quoi. Voilà. Centré sur je sais pas si c'est clair. J'interviens dans des sociétés pour faire des missions particulières où je remplace quelqu'un, où j'arrive parce qu'il y a une transformation à faire, où il y a un projet particulier que la RH en place sait pas faire parce que ça demande je sais pas, ça demande une technicité ou de connaître tel ou tel pays. Bah voilà, voilà. Donc, on intervient comme ça en tant que consultant. Voilà. Donc c'est hyper. Vous avez vu plein d'entreprises, donc vous pouvez peut-être nous apporter des témoignages qui vous ont marqué particulièrement dans le cadre de votre activité de transition. Alors oui, alors les entreprises qui m'ont marqué sont plutôt les sociétés américaines parce que du coup c'est pas du tout le même fonctionnement. Ils sont très doués pour avoir tous les politiques en place à l'international, tout ce qu'il faut faire, etc. Mais ils connaissent pas la législation des pays. Donc, mon rôle, c'était aussi de leur expliquer, voilà comment on fait en France. Bon, ils comprenaient pas toujours, mais voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous... Dans mon parcours, j'ai fait des réorganisations, j'ai fait beaucoup de licenciements, c'est pas toujours ce qui est le plus facile. J'ai fait voilà, gérer la Suisse. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc après, je sais pas ce que vous voulez exactement savoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une multiplicité de postes et que les cultures sont très différentes d'un poste à un autre et que ça dépend énormément du bras droit que vous avez en comité de direction. Voilà, il faut que les RH aient une position dans la société, sinon vous êtes relégué un peu à un rôle administratif, etc. quoi. Voilà. Mais c'est très intéressant. Vous avez regardé un œil surtout sur la formation, le recrutement, la paye. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une multitude. Moi aujourd'hui, on me dit tiens, il y a un poste en RH, il y a un poste de responsable paye. Je le refuse. Je sais pas faire de la paye. J'ai été en responsabilité sur la paye, mais vous me dites faites un bulletin de paye. Non, je le comprends, mais je serais incapable de le faire. Donc c'est ce que je vous dis. Il y a plein de métiers qui sont associés à des expertises dont chaque RH a besoin. Excusez-moi. Oui. Oui. Je peux prendre la parole? Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, je n'ai pas accès au forum, je ne peux pas poser ma question. C'est discussion désactivée sur mon écran, c'est pour ça que je me permets de prendre la parole. J'aurais aimé savoir, Karine, est-ce que vous conseillerez à un élève qui est Moi, je suis professeure en STMG et j'ai des élèves qui souhaiteraient travailler... Redites-moi juste ce que c'est STMG. Parce que STMG, Sciences et Technologies du Management et de la Gestion. D'accord.
Voilà, c'est un bac technologique, donc on découvre tous les métiers, enfin les services, hein, comptabilité, marketing, etc. Et j'ai des élèves qui souhaiteraient travailler dans le domaine des RH. Et du coup, je sais que vous, dans votre parcours, c'est plutôt le parcours universitaire. Moi, les élèves de la STMG, on les dirige plus vers des BTS ou des BUT. Qu'est-ce que vous conseillerez comme type de diplôme pour travailler dans la RH? Alors, c'est BTS et BUT de quoi? C'est quelle Bah, orientation? justement, c'était ma question en fait. Vous, dans vos, je sais pas si dans les gens que vous avez côtoyés, est-ce que vous avez des personnes qui occupent des postes de RH qui ont un BTS, dans ce cas-là lequel, ou un BUT, dans ce cas-là lequel aussi? Alors moi j'ai tendance à dire, en plus j'ai un parcours, il y a pas de, pour moi il n'y a pas de parcours type. C'est-à-dire, bon, je fais partie des gens qui ont passé un certain nombre de fois mon bac, j'ai fait la fac et j'ai fait une école privée, j'ai détesté les écoles. Donc, après ça dépend, ce que je veux vous dire, c'est que ça dépend aussi des personnes. Il y a des gens qui vont Oui, être très bien bien sûr. en fac, il y a des gens qui vont être très bien en école, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est du coup, de ce que je comprends, c'est marketing, master marketing, etc., mais plus orienté communication, RH, etc. Donc, ça serait plutôt, à mon avis, un cycle un peu. Alors, BTS de communication, c'est comme quoi. Donc, moi, je ferais le cycle le plus. J'allais dire le plus large possible, quoi. Ça peut être de la communication en fac, mais plutôt large. Ça peut être des RH. Il n'y a pas de voix aujourd'hui qui disent puis alors, surtout s'il n'y a pas de métier en face. Le métier, si c'est de recruter, ça dépend ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire de la paie, je vais vous dire plutôt faites cette école-là. S'ils veulent faire... Et puis ils ne savent pas en général les jeunes. Enfin, moi, je me Non, souviens, je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, bien voilà, sûr. donc voilà, c'est souvent ça. Donc, qu'ils fassent un cycle relativement généraliste. Après, moi, j'ai pas de paroisse entre la fac. Faut regarder peut-être tout ce qui est lié à gestion, RH et droit. Moi, pour moi, c'est ces trois piliers. Et D'accord. après, bah, la com, etc., quoi. C'est déjà, enfin, bon, peut-être qu'ils peuvent s'orienter sur des cycles un peu plus généralistes. Voilà. Merci Karine. D'accord. Donc j'ai une autre Merci. question. Oui, j'ai une Je vous autre en question. prie. Pouvez-vous préciser les missions d'une responsable RH en poste dans une entreprise? Autrement, en dehors de vos missions, bien sûr, de transition dont vous avez parlé, en matière d'accompagnement, formation, conseil des salariés. Donc, Alors, en fait, tout ce qui se passe, enfin, c'est tout. En général, ça se passait comme ça. Comment j'avais un responsable paie, j'avais une responsable une chargée ou quelqu'un qui travaillait dans mon équipe et qui s'occupait de la formation, du recrutement, etc. Quand je dis quand elle s'occupait du formation et du recrutement, c'est-à-dire qu'elle appelait les organismes de formation, elle appelait les organismes de recrutement. Tout ce qui était décidé au niveau d'entreprise est fait en général en CODIR avec les budgets. Donc, c'est un partenariat avec le directeur financier généralement au quotidien parce que c'est eux qui ont les sous et qui suivent le budget. Donc, avant de recruter, il faut demander l'autorisation, etc. Et moi, j'étais chargée en fait elle passait les annonces, on se répartissait le travail, ou je recrutais avec elle, ou alors j'avais deux personnes en recrutement qui m'aidaient, ou le cabinet le faisait lui-même. Donc voilà, mais j'étais garante de trouver la personne à tel timing. Et elle, c'était mon bras droit pour m'aider logistiquement. Donc en fait, et sur tous les sujets comme ça. Donc en fait, il y a les relations sociales. Alors, en général, on est président, avec souvent le directeur général ou pas. Ça dépend de son implication dans l'entreprise. Moi, je suis déjà retrouvée présidente des IRP, c'est-à-dire du comité social de l'entreprise, des DP, etc. Donc on peut être tout seul ou pas. On supervise les recrutements, le plan de formation, les rapports avec le groupe, les litiges, les licenciements, donc voilà, la sécurisation en paye, les reportings, enfin c'est un panel, c'est toute la vie du début jusqu'à la fin du contrat de travail en fait. Donc une responsable RH, elle doit sur un périmètre donné, parce qu'en général elle a une DRH, elle peut avoir une ou deux personnes, en général c'est selon les effectifs. En général on n'a pas de responsable RH en dessous de 80 personnes. C'est rare. On trouve plutôt des RH à partir de 100 personnes, quoi, 80-100 personnes. Parce que sinon, on passe par des cabinets, ils font des prestations, etc. Donc, le rôle de responsable RH, c'est de s'assurer que toute la petite entreprise fonctionne, quoi. Voilà, en termes RH. Donc, elle a tous les pôles.
Donc, j'ai une question sur la culture générale. Est-elle importante dans un poste RH? Alors, j'ai tendance à dire pas moins, pas plus qu'ailleurs. C'est-à-dire que oui, c'est important, mais ça, c'est d'une façon, j'aurais tendance à dire générale. Je vois pas en quoi enfin, alors, elle pourrait, si, culture générale, si on y met, alors ça dépend ce qu'on y met derrière. Si on met tout ce qui est aussi dans un rôle de RH, communication, qu'est-ce qu'on met derrière dans culture générale? On va Mais en peut-être fait, poser la question à histoire, la personne. géographie, les matières qu'on enseigne en lycée, hein, politique, philosophie, lettres, l'actualité, euh, voilà, Ah la ben il faut culture générale. garder. Alors, alors ok, d'accord. C'est dans ce sens-là. La place est importante parce que c'est ça qui détermine aussi l'intérêt pour plus tard, d'aller être curieux, d'avoir essayé d'avoir des convictions, etc. Mais même dans le monde du travail, parce qu'aujourd'hui on peut dire bah tiens, je verrais plutôt les choses comme ça. Donc voilà, et c'est bien de se baser aussi sur ce qui se passe. Des gens qui ont un peu de lettres ou de philo, etc. C'est toujours bien. Voilà, moi en plus, j'adorais c'était ma matière préférée, donc je vais pas le décrier. Mais voilà quoi. Donc non, c'est une place importante. Et on ne demande pas des robots en RH, on demande des gens. Surtout qu'en plus, c'est bien d'avoir un peu un intérêt sur le monde économique, ce qui nous entoure quoi. Surtout au niveau RH, c'est pas mal là. Après, c'est pas un prérequis, hein, c'est pas un poste où on demande une culture G particulière. On demande une culture générale, surtout en droit et on voilà. Voilà. Vous avez sans doute entendu parler du manque d'attrait du métier de professeur aujourd'hui. Et Mm. auriez-vous des idées pour inverser la tendance, vu votre expérience? Alors déjà les idées, c'est, enfin moi j'ai ma sœur qui a fait 5 ans d'études pour être instite. J'ai aucun problème, elle va arriver en fin de carrière. Déjà c'est de les payer alors juste, comment dire, je vois pas pourquoi on se tape 5 ans d'études pour un moment donné. Moi, j'ai fait 5 ans d'études et j'ai pas le même salaire en fin de carrière que la plupart des professeurs, entre guillemets. Parce que du coup, je suis allée dans le privé. Après, c'est des choix différents, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est pas juste, c'est une partie de la chaîne. Donc, pour moi, déjà, les professeurs, les infirmières, enfin, tout ce corps-là, c'est des choses importantes. Ça, c'est le premier truc. Au niveau des professeurs, votre question, c'était quoi là, votre question exactement? Alors, je reprends la question. Donc, quel est votre regard sur le manque d'attrait pour le métier de professeur? Si vous faisiez partie des ressources humaines de l'éducation nationale, comment auriez-vous inversé cette tendance? Voilà la question précise. Elle est compliquée comme question. Je pense c'est important de développer les partenariats entre entreprises, beaucoup plus entre l'entreprise et les écoles, mais de façon beaucoup plus, quand je dis plus important, c'est-à-dire que, tu sais, quand on cherche quelqu'un en contrat de professionnalisation, les entreprises, elles demandent, moi je l'ai vu pour ma fille, elle est rentrée dans le public du coup, et ils demandent 2 ans ou 3 ans avant de rentrer en contrat pro. Ça va pas. Il y a plein de jeunes qui arrivent et qui aimeraient être formés déjà dès l'origine. Donc je vois pas pourquoi les entreprises continuent à demander ça. Donc en fait, il y a une demande de surqualification de diplôme. Donc, ce que je voulais revenir par rapport à ma sœur, je reprends le fil, où on demande 5 ans d'études, etc. Et le prix que c'est payé derrière. Je trouve qu'il y a un moment donné, c'est pas juste, on participe tous. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que bon, je ne suis pas responsable des augmentations de salaire de toute façon, et j'aurais plutôt tendance à penser qu'il faut rapprocher énormément l'école des entreprises et qu'il y ait une passation qui se fasse beaucoup plus vite, mais et beaucoup plus forte. Et j'ai tendance à dire qu'il faudrait l'accélérer là dans les prochaines années. Parce qu'on en manque et qu'il y a une pénurie, qu'en plus il y a des décalages. Donc je pense que plus les jeunes vont arriver tôt sur le marché du travail, mieux ce sera. Il faut revaloriser aussi tous les métiers qu'on a décriés. Et moi, j'avais ça la première. Ah non, il faut pas faire une première ou une terminale technologique à l'époque parce que c'est pas les bons. Toi, il faut que tu fasses. À l'époque, c'était terminale S, enfin terminale C, etc. Ça, c'est pareil. Il faut arrêter le truc à un moment donné où il y avait des métiers d'un côté manuel et puis l'autre, l'institution, c'est pénible. À un moment donné, là aujourd'hui, c'est pareil, ça revient un peu au milieu et c'est très très bien. Donc c'est peut-être accélérer ce mouvement-là. Oui. Après, au niveau de la méthodologie,
je pense qu'il y a aussi peut-être des sites à améliorer. C'est-à-dire, je regardais un peu les sites de Parcoursup, de machin. C'est une catastrophe. Comment dire? Non, mais c'est une catastrophe. C'est dans le sens où c'est pas du tout. Nous, on ferait. Moi, on m'a dit dans une entreprise, on m'a dit, mais le questionnaire là que tu fais pour les gens et tout, il est pas bien parce que du coup, on dirait un formulaire CERFA. Ben, j'ai dit, bah oui, je pose des questions. C'est un peu pareil. Donc, il y a des choses à améliorer de toute façon, quoi. Donc, merci Karen. Donc, il y aurait une question pour Nadine. Donc, concernant, donc, il y a eu beaucoup d'interventions sur la RSE. Et donc, de quelle manière un élève de lycée professionnel, donc spécialité commerce ou marketing, peut intégrer un tel département ou service au sein d'une entreprise, qu'elle soit publique ou privée? Pour la RSE, je voulais dire. Oui, voilà, oui. Et donc, il y a une formation, excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Donc, la formation, ce sera un élève de lycée professionnel, oui. Spécialité commerce ou marketing. Comment pourrait-il intégrer donc une fonction RSE dans l'entreprise? Je pense pas que ce soit problématique aujourd'hui parce que, encore une fois, les formations, la fonction RSE au sein de l'entreprise est en train de se structurer. Il y a beaucoup de compétences qui manquent à l'heure actuelle sur ce sujet-là. Et ce sont des choses sur lesquelles on arrive là aussi à se former beaucoup sur le terrain. Donc, à partir du moment où vous avez une forte appétence sur ces sujets-là, encore une fois, c'est pour des métiers en construction où il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, je voudrais juste revenir un petit peu sur la question d'avant parce qu'elle est passionnante, cette question sur l'attrait du métier de professeur. Et quand vous êtes dans le privé, vous savez, quand vous regardez le milieu de l'éducation nationale, et moi, j'ai pas du tout un regard négatif que peuvent avoir les autres parents sur ce métier-là, que je trouve vraiment, encore une fois, un très beau métier, parce que finalement, on vous confie nos enfants pour leur formation. Donc, franchement, c'est pas le métier le plus beau et le plus important quand même. Mais malgré tout, ce qui est assez choquant quand vous venez du privé, c'est ce management de proximité que vous n'avez pas. Parce que finalement, vous êtes managé par l'académie, vous n'êtes pas managé par le chef d'établissement. Et quand vous êtes aujourd'hui dans une fonction où vous avez finalement, vous vous posez des questions sur votre évolution, ce qui est pareil aussi différent par rapport au privé, où vous voyez un petit peu quel est votre parcours dans l'entreprise, quel est finalement le parcours de professeur et le management de professeur. Ça, c'est la première question que j'ai, sur laquelle peut-être il y a une réflexion à avoir. Et deuxième chose, sur l'attrait du métier. Je pense que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui arrivent, qui ont 50, 55 ans, qui ont fait toute leur carrière dans le privé et qui, à un moment de leur vie, ont voulu être prof et qui aimeraient bien être prof. Et je pense qu'il y en a plein. Et quelle est aujourd'hui, quelles sont les passerelles qui existent? Alors, vous allez gagner, vous allez certainement diviser votre salaire par 3, mais peu importe, parce que c'est un métier de vocation. Et quelles sont aujourd'hui les passerelles qui existent? Est-ce qu'elles existent? Et quelles sont finalement les qualités et les aptitudes qu'on va demander à ces gens du privé pour pouvoir faire ce métier-là? Ça aussi, ce sont des choses, si j'étais RH de la fonction publique, eh bien, j'y réfléchirais. Parce que voilà, je pense qu'on peut aujourd'hui trouver des réserves de talent et d'emploi au service de l'éducation dans le secteur du privé. Et je crois beaucoup aux passerelles publiques-privées. Merci Nadine. J'aurais une dernière question donc, concernant comment recrutez-vous en fait? Est-ce que vous passez par les forums, les portes ouvertes, les stages? Comment ça se passe, le lien entre les candidats et l'entreprise? On a de tout. Là, on a d'ailleurs une coopération sur le terrain pour recruter à différents niveaux de l'entreprise. On peut aussi recruter après une alternance, un apprentissage. Chez Sodexo, vous avez vraiment tous les niveaux de métier. Hein. Donc, que ce soit la personne qui est à la plonge, le responsable de site, c'est plutôt du coup un +2. Les responsables régionaux, c'est du On vous entend plus, Nadine. Attention au micro. Oui, là. Oui, là, vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est encore haché. Oui, ça va mieux, oui. Donc, voilà, donc on recrute vraiment tout niveau d'entreprise, tout niveau de qualification chez Sodexo. Donc, en fait, on a vraiment tout. On a les relations avec les écoles, on est sur les forums, on va dans les villes, on a des alternants, des apprentissages, etc. Donc, toute la palette de recrutement. Oui, les réseaux sociaux, Pôle emploi, enfin, vous êtes vraiment présent partout. Donc, si on souhaite travailler chez vous, c'est tout à fait envisageable. Et même pour les décrocheurs, on a des plans spéciaux, donc des personnes qui sont au RSA,
pour leur permettre de raccrocher avec l'entreprise. D'accord. Bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci encore très chaleureusement. Donc, je vois Béatrice qui réapparaît. Donc, peut-être que Béatrice voudra conclure. À très bientôt. Au revoir. Surtout pour vous remercier, c'était vraiment passionnant. Je pense que de l'avis de tous qui vous ont écouté, toutes qui vous ont écouté cet après-midi, on a appris plein de choses. C'était très illustratif et vous m'avez donné une idée en vous écoutant. C'est vraiment de faire un format qui serait dédié aux nouveaux métiers dont on a parlé, qu'on ne connaît pas, et donc comment on en parle à nos élèves. Voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous tous le 9 novembre à 14h30 pour un nouveau au cœur de l'entreprise et on aura le plaisir d'accueillir le groupe NJ pour parler de tous les défis à relever. Et pour un énergéticien, les défis sont de grande ampleur. Merci beaucoup, merci et bonne fin d'après-midi.